Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Tour de France des savoir-faire. Pour cette nouvelle étape, je vous emmène à la découverte du monde du parfum. Pour ce faire, j'ai rencontré Isabelle Sadou. Isabelle valorise le travail des artisans de la parfumerie fine d'aujourd'hui. Dans notre conversation, enregistrée à distance, elle partage sa passion avec nous. Isabelle nous raconte l'histoire du parfum, ses origines, comment il existe aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez autant que moi cette conversation. Bonjour Isabelle. Bonjour Valentin. Donc je suis ravi d'échanger avec vous aujourd'hui sur le monde du parfum, un monde qu'on va découvrir ensemble. Et tout d'abord, je voudrais que vous présentiez, que vous expliquiez un peu à nos auditeurs quel est votre parcours. Alors merci de m'accueillir sur votre podcast. Je suis ravie de partager ma passion pour le parfum et pour les mots. En effet, je suis avant tout rédactrice, journaliste rédactrice web. J'ai créé d'unmotalautre.com pour partager du contenu web auprès de mes clients qui souhaitent être plus visibles et augmenter leur notoriété. J'ai été happée par les mots et l'écriture très jeune. Très jeune, je suis devenue journaliste et de rédaction en magazine en agence, d'agence en entreprise. J'ai fini par créer la mienne, ma propre structure. Et depuis, je mets ma plume au service de tous ces talents et savoir-faire pour les diffuser et les partager au plus grand nombre. D'accord, ouais. Et alors du coup, comment est-ce que vous êtes arrivé dans le monde du parfum? Un jour, je suis allée visiter un peu par hasard le Grand Musée du Parfum, n'existe plus aujourd'hui, qui était au cœur de Paris, et j'ai suivi une visite guidée qui relatait l'histoire, les techniques et puis les dernières innovations. Et en rentrant chez moi, je me suis retrouvée dans mon ordinateur avec une urgence à raconter cette expérience. Et j'étais tombée dans un univers que je connaissais de très loin. J'ai raconté ce que j'avais observé, entendu et senti et découvert. Et j'ai publié cet article via mon blog d'unmotalautre.com sur LinkedIn. Et là, les portes se sont ouvertes. J'ai eu des contacts et de fil en aiguille, un réseau de professionnels de la parfumerie s'est déroulé au fur et à mesure des rencontres. J'ai réalisé des portraits, j'ai voulu raconter les talents. Et puis, de fil en aiguille, j'ai vraiment enrichi mes connaissances à tel point que j'ai voulu aller voir ce qui se passait au cœur du parfum, c'est-à-dire à Grasse. Donc, je vais régulièrement à Grasse pour me nourrir et pour m'instruire, pour rencontrer les créateurs et créatrices qui travaillent sur le terrain. Et aujourd'hui, donc, j'ai non seulement une newsletter, un blog d'unmotalautre.com et une chaîne YouTube qui s'appelle Secret de parfumeur, dans laquelle je réalise des portraits vidéo, des vidéos portraits qui donnent la parole à ces créateurs et créatrices de parfums de grand talent. D'accord, donc c'est en leur donnant la parole que vous leur donnez de la visibilité, vous les aidez à exprimer leur savoir-faire aussi, c'est ça? Exactement. C'est une conversation, c'est le fruit d'une interview, une conversation assez intimiste qui leur permet de se livrer assez intimement sur leur source d'inspiration, leur manière de travailler, les messages qu'ils veulent passer, qu'ils veulent faire passer. C'est vraiment une discussion qui permet après de montrer au grand public d'où vient leur talent finalement, parce que je considère que ce sont des artistes. Donc là, c'est un peu la vitrine d'un mot à l'autre avec cette chaîne YouTube. Et l'intérêt aussi, c'est de donner envie à d'autres parfumeurs, à des créateurs et créatrices, d'utiliser ce média pour se faire connaître. Parce qu'en effet, ils peuvent utiliser le lien pour booster leur notoriété et utiliser les propos qu'ils ont dit comme un vecteur de communication. Oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui vous séduit le plus dans ce travail pour ces artisans? Il y a plusieurs aspects. Le premier, ce sont toutes les rencontres que je fais depuis que je suis au service de cet univers, des histoires à raconter, des talents à partager. C'est l'univers créatif et olfactif, qui est un univers artistique. Mais sans illusion, c'est pas que artistique, il y a beaucoup de technique aussi. Mais derrière, c'est une série de rencontres que je fais régulièrement. C'est aussi, et là vous comprendrez comment je suis passée des mots au parfum, un champ lexical infini du vocabulaire, des mots qui s'inspirent des arts, qui font appel aux émotions, à la nature. C'est aussi la découverte quotidienne de thèmes
qui se raccroche à l'odorat, parce que le parfum est lié à notre sens qu'est l'odorat, qui est assez méconnu, mais qui de plus en plus demande à être exploité, expérimenté. C'est aussi la découverte de l'histoire du parfum, parce qu'elle évolue. Le parfum n'est pas fait que pour faire plaisir, séduire, mais on apprend ou on réapprend à retrouver sa vocation d'origine, qui est de soigner, de faire du bien. Donc là, on parle de la vocation thérapeutique, sensorielle du parfum. Voilà, c'est tous ces aspects-là qui me plaisent autour du parfum. Et puis écrire, raconter des histoires et faire rencontrer ces talents avec un grand public qui se demande finalement, mais qui a créé et qui crée ces parfums? Voilà. Oui, c'est ça, oui. Ouais, c'est vrai que de ce point de vue-là, ça paraît hyper intéressant. Et alors justement, est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de cet univers, notamment quel est autour de l'histoire du parfum et comment vous avez cité déjà plusieurs choses, mais si vous pouviez la résumer du mieux que possible. Alors, l'univers, il est immense, mais je vous proposerai de le résumer en 5 termes, en 5 points, comme je l'ai un petit peu fait à l'instant. C'est Mhm. l'influence sur nos sens, l'univers du parfum. Alors, je voulais juste préciser que là, on est dans le domaine de la parfumerie fine, c'est-à-dire la parfumerie que l'on met sur la peau, la parfumerie qui nous permet, comme on l'a dit tout à l'heure, de se sentir bien, de séduire ou d'aller mieux, qui est différent de la parfumerie dite fonctionnelle, qui est une autre activité et que l'on retrouve dans les shampoings, dans les lessives, dans les savons, dans les bougies, dans les déodorants. Voilà, là, ma plume se met au service de cette parfumerie fine. Alors, pour en revenir à cet univers, il y a 5 aspects, comme je disais tout à l'heure, qui permettent de mieux le connaître. C'est les liens avec les autres sens, le vocabulaire, les liens avec les autres arts, comme la musique, les hommes et les femmes qui le créent, et puis ce savoir-faire qui est lié à l'histoire. Donc, sans rentrer dans le détail sur les sens, là je l'ai dit tout à l'heure, l'odorat est un sens qui réveille des souvenirs. On a quand même une grande chance, quand on a de l'odorat, de pouvoir faire vibrer des émotions, d'évoquer des souvenirs et du coup de ressentir des choses et de raviver d'autres sens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le vocabulaire. À l'origine, le mot parfum, ça vient de per au travers, latin, et fumare, qui est fumer. Et le sens d'origine, c'était qu'on exposait son corps à la fumigation et que le mot parfum en lui-même n'apparaît qu'en 1528 et prend son sens actuel au XVIIe siècle pour finalement être une odeur aromatique qui s'exhale d'une substance. Et donc, entre l'origine perfumare, qui veut dire s'exposer, exposer le corps à la fumigation, donc on va voir qu'il y a une connotation assez religieuse au tout début, et la connotation aujourd'hui où les créateurs parfumeurs créent pour eux-mêmes ou pour des maisons de parfum, il s'est passé plein d'étapes. Le mot parfum aussi a d'autres termes, des synonymes comme fragrance, senteur, bouquet, effluve. On parle aussi du sillage, donc c'est tout un champ lexical. On parle aussi des familles. Les parfums sont classés en différentes familles: boisé, floral, fruité, hespéridé, chypré, oriental, aromatique. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend aussi, de vraiment apprécier toutes ces subtilités dans les parfums? Est-ce que c'est quelque chose pour laquelle on peut être prédisposé? Pour évoquer cet univers-là, comme on le fait actuellement tous les deux, c'est sûr que ça ne s'improvise pas. Je lis beaucoup, je sens beaucoup, j'apprends, je me renseigne, je me documente, je me forme. Et c'est comme ça que, par l'expérience, on découvre qu'un boisé, finalement, il est surtout composé de patchouli et de bois de santal. Un chypré, c'est des notes qui peuvent être de bergamote, des mousses de chêne ou de patchouli. Et un hespéridé, c'est tout ce qui concerne les agrumes. Les parfums de la famille orientale font appel à des mélanges de musc, de vanille et de bois. Les aromatiques, c'est plus avec des herbes sauvages. Donc, on apprend un peu à se faire cette petite bibliothèque olfactive. Elles peuvent s'exprimer aussi alors par les matières premières, mais aussi les traduire par d'autres mots, ce sont les adjectifs. On va dire qu'un parfum, il va être doux, capiteux, délicat, discret, etc. Et en fonction de ces adjectifs, ça va évoquer telle ou telle plante ou tel ou tel senteur. Je voudrais aborder le troisième point qui est assez intéressant aussi, c'est le parallèle avec la musique.
Je ne sais pas si vous savez, mais le parfum, quand il est fabriqué, et là, ça annonce déjà le travail du parfumeur, il est composé en 3 temps. Et on parle d'une pyramide et on parle des notes. Et on parle de la note de tête, de la note de cœur et de la note de fond. Et chaque plante a son rôle dans cette pyramide. Voilà. Et dans cette pyramide, le parfumeur utilise un grand nombre de substances aromatiques pour élaborer un seul parfum, avec des formules, des recettes qui entre nous sont souvent gardées secrètes. Mais cependant, chaque parfum créé correspond à cette architecture de base, avec la note de tête, la note de fond et la note de cœur au milieu. Donc vous voyez, c'est comme un ballet, et donc l'évocation, comme je le disais tout à l'heure avec les autres arts comme la musique, est assez fascinante, et on peut faire des connexions avec les autres arts. Et voilà comment on raconte le parfum en fonction de cet univers. D'accord, oui. Alors, vous vouliez savoir comment on devient parfumeur tout à l'heure, si vous voulez. Oui, aussi, oui. Alors, théoriquement, la formation basique, elle est ouverte à tous les bacheliers et post-bacheliers. Beaucoup sont détenteurs d'un baccalauréat à filière scientifique, pour la bonne et simple raison que la formation est très intense, avec une part de chimie, d'apprentissage de matières premières, des statistiques, des mathématiques. Et puis après, on entame un parcours de 5 ans en vue d'acquérir un master au niveau européen. Et puis les futurs nés, donc NEZ, qui apprennent à décrire les odeurs et qui vont trouver leur propre langage, leur propre vocabulaire, vont d'expérience en expérience se distinguer d'une poignée d'élèves. Et il y a très peu arrivent à être nés. Il y a beaucoup de métiers au service du parfum. Il y a 3 écoles principalement, les IPCA près de Versailles, l'École supérieure de parfum qui a une antenne à Paris, une antenne à Grasse, et puis le Grasse Institute of Perfumery, qui n'est pas une école comme les autres, parce que ce GIP, qui est créé à Grasse, forme sur 18 mois des promotions de 12 étudiants qui viennent de l'international. Donc, ce n'est pas la même approche. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça demande beaucoup de mémoire, beaucoup de persévérance. Et puis, le métier de parfumeur, il n'est pas que de créer, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a plein d'autres métiers autour du parfumeur. D'abord, sans les fleurs à parfum, sans la cueillette, par exemple, qui est un autre métier, il n'y aurait pas de parfum. Et comme au bout de la chaîne, il y a le flacon, le dessinateur. Entre les deux, il y a les évaluateurs, le marketing, les pesées, la chimie, etc. Donc, il y a plein de métiers dans le monde de la parfumerie. Ouais. On peut peut-être revoir tous ces métiers justement en voyant les étapes de fabrication d'un parfum au fur et à Exactement. mesure. Quels sont les Ouais. acteurs qui viennent faire ces parfums? Alors, tout commence, comme tout à l'heure je l'ai évoqué, par l'achat des matières premières, alors qui à l'origine sont cueillies, mais une fois qu'elles sont cueillies, le métier de cueilleur, producteur est assez particulier, un petit peu à la marge, mais essentiel. Donc, tout commence par l'achat des matières premières nobles en l'occurrence, et sous la responsabilité du chef parfumeur, pour faire simple. Et dans ce choix, il y a 3 éléments, 3 critères, c'est la qualité, le prix et puis la disponibilité du produit en quantité nécessaire. Parce qu'il faut, on ne va pas rentrer dans le détail du nombre de pétales qu'il faut pour 1 kilo, etc. Mais il faut beaucoup de matières premières. Et donc, ce choix il doit être effectué pour que la qualité soit homogène sur les différents marchés, sachant qu'à côté de ça, il y a des enjeux réglementaires et de production qui varient d'un pays à l'autre. Et là, on va fabriquer le concentré de parfum à partir de ces matières premières. Ça se fait par un robot qui suit la formule du parfumeur. Une formule, c'est une page avec des dosages. Et tout ça, c'est réalisé très rapidement avec beaucoup de minutie, parce que les effluves des fleurs, ne doivent pas s'évaporer trop vite. Et une fois cette étape réalisée, le concentré, la première partie du parfum, est livré aux maisons de parfum qui vont assurer la fabrication et la mise sur le marché. Quoi qu'il en soit, le protocole de fabrication et de production se déploie en 2 phases. La première, c'est contrôler et observer tous les composants du produit fini. Donc, ça va du flacon, l'étiquette, l'alcool, l'eau, le concentré. Tout ça, c'est réalisé sur le site de production. Donc, vous voyez tous les métiers qu'il y a derrière, en conformité avec les spécifications et le contrôle qualité, qui est un métier très important dans la chaîne de fabrication. Et puis, une fois fini, la gestion des composants mis en œuvre est réalisée
à l'aide de programmes informatiques. Donc là aussi, des compétences informatiques et statistiques qui sont importantes à avoir. Sur une balance mobile, bon, il y a une cuve en inox qui se déplace pour que l'opérateur, un autre métier, puisse prélever la quantité inscrite sur la formule. Et ça donne voilà, une précision, ça donne un parfum avec une précision quasi horlogère. Et la deuxième phase, elle va préciser le mode opératoire, c'est-à-dire en quelle quantité, comment on va vérifier les quantités du parfum à produire. Le concentré dont on parlait tout à l'heure, il va reposer dans une salle à moins 14 degrés pendant 5-6 jours. C'est ce qu'on appelle la phase de maturation. Et là, c'est ce qui va permettre ce qu'on appelle l'harmonisation olfactive, un subtil et magique mélange qui se fait. Pendant ce temps-là, il y a toujours des contrôles colorimétriques, chromatographiques, olfactifs qui se font. Vous voyez, c'est vraiment une grande famille de métiers qu'il y a autour de la création. Puis vient la période de la macération. Et c'est là où, à nouveau, un nouveau terme intervient, c'est que le concentré devient un jus. On ne parle plus de concentré, on parle de jus. Et il est mélangé et mis sous alcool. Lui aussi, il va macérer, mais là, plus longtemps, entre une semaine à un mois. Objectif, stabiliser le parfum. Et là, pendant cette macération, on va vérifier les réactions physico-chimiques avec l'alcool éthylique. Vient ensuite l'étape du filtrage et du glaçage, c'est-à-dire que la solution alcoolique est glacée, elle est filtrée, et puis entreposée dans des récipients en acier inoxydable en général, avant d'être mise sous azote. Pourquoi ? Pour éviter l'oxydation. Et puis, dernière étape, contrôle final. On prélève une partie qui est transmise au laboratoire de contrôle, dont je vous parlais tout à l'heure aussi, mais à l'étape finale, et qui va homologuer le lot, c'est-à-dire le désigner avec un numéro qui correspond à sa fabrication, un code, le mois, l'année, etc., pour qu'après, il puisse être mis sur le marché. D'accord, oui. Très bien. C'est clair, C'est c'est pédagogique. c'est assez clair. On a bien j'ai bien suivi toutes les étapes. Et donc ça, Bon, super. c'est des étapes qui concernent la majorité des parfums. Oui. Et la recette est établie par le nez, le parfumeur à la base. Alors, on parle de formule. De Exactement, on formule, parle ouais. de formule. D'accord, Exactement. ouais. Et alors du coup, comment de par son rôle, il arrive à créer cette formule, à la mettre en place? Quel est le processus créatif? Parce qu'il a une mémoire olfactive de plusieurs centaines d'odeurs dans le cerveau, par définition, la mémoire étant dans son cerveau. Et donc, le talent du parfumeur créateur, c'est d'avoir en tête, donc dans sa mémoire, euh, toutes les odeurs qu'il veut pouvoir agencer les unes avec les autres. Et donc, toutes ces odeurs, elles sont codées. Après, il peut y avoir l'odeur du jasmin par des plantes ou par des notes de synthèse. Et il va, après avoir expérimenté pendant très longtemps et à de très nombreuses fois des doses, et là on rentre dans les formules, l'apprentissage des formules, et là c'est plus technique, mais il va apprendre les dosages et les pourcentages, quelle note va avec quelle note, quelle odeur va avec quelle note, quelle famille, de quoi est composée telle famille. Est-ce que à l'origine, par exemple, je veux, comme on le disait tout à l'heure, un floral, voilà, on va créer un floral. On sait que dans les notes de tête, de cœur et de fond, les pourcentages des différents ingrédients ne seront pas les mêmes. Donc, on peut éventuellement parler de recettes, mais c'est surtout de formules parce que tout sera dans les pourcentages utilisés de telle ou telle odeur. Et le savoir-faire du créateur parfumeur, c'est que ça vient, moi j'appelle ça son talent, ça vient de sa mémoire, ça vient de, c'est pas, il n'a pas des parfums tout faits en disant je vais mélanger. Cependant, il a les matières premières et les ingrédients à disposition, parce qu'une fois qu'il les a en tête, il faut quand même qu'il puisse les traduire. C'est ce qu'on appelle l'orgue à parfum, un nouveau terme emprunté à la musique. Visuellement, c'est un grand meuble sur lequel il y a plusieurs dizaines de flacons mis les uns à côté des autres, un peu en espalier. Et là, il va aller en chercher, en mettre X gouttes ou X pourcentage et faire sa mixture, au sens cuisine du terme, pour arriver à un équilibre, à cette fameuse harmonie. Il va la faire sentir parce qu'il n'est pas seul à décider, surtout dans une maison de composition. Et puis jusqu'à ce qu'il ait vraiment la satisfaction d'obtenir ce qu'il avait imaginé. Ça part d'une image, ça part d'une histoire, ça part d'une intention, d'un concept peut-être, peu importe. Mais tout ça, c'est un agencement assez fascinant.
D'accord, ouais. Et alors, ça veut dire que derrière les grands parfums qu'on connaît, notamment des grandes maisons de luxe les plus répandues, il y a un parfumeur, un nez derrière qui a proposé cette composition ou c'est une vraie collaboration, au même niveau? Comment ça se passe en fait, cette relation? Alors, il y a les grandes sociétés, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez évoquer euh, des marques comme Dior, Hermès. Mmh. Alors, ces marques, Hermès a son propre parfumeur, Christine Nagel, qui a succédé à Jean-Claude Ellena. Ce sont des grands nez, les nez dont je vous parlais tout à l'heure. François Demachy, c'est le nez de Dior. Thierry Vasseur, c'est le nez de Guerlain. Mathilde Laurent, c'est le nez de Cartier. Olivier Paul, c'est le nez de Chanel, etc., etc. Ces grandes marques ont en effet leur nez attitré, qui travaillent exclusivement quasiment exclusivement pour ces marques. La marque va lancer une idée, un concept et va échanger avec le parfumeur en disant voilà, dans cette collection, on aimerait lancer tel ou tel parfum qui raconterait telle ou telle histoire. Et ça va être un échange avec aussi l'équipe marketing. Et puis, le nez va travailler avec les équipes en interne, avec les équipes aussi de sociétés de composition qui vont apporter les matières premières. Donc, c'est vraiment très collectif. Mais à la fin, l'idée et la formule finale vraiment sera signée de ces nez-là. Donc, en effet, il y a une grande partie des maisons de luxe, là, telles qu'on vient de les citer, ont leur nez. Après, il y a d'autres marques, par exemple Acqua di Parma, Dolce Gabbana, toutes ces grandes marques qui ont aussi leurs parfums via Shiseido, L'Oréal, Coty, etc. Certaines d'entre elles vont faire appel non pas à leur nez attitré, mais à une société de composition et vont leur envoyer un brief, comme ça peut exister en architecture, en donnant la feuille de route du parfum qu'ils imaginent. Et dans ces sociétés de composition, il y a des nez aussi, mais qui sont moins stars, entre guillemets, sont moins connus du grand public, qui travaillent aussi en équipe. Et ces sociétés de composition, Givaudan, IFF, Simrise, pour ne pas les nommer, vont se mettre autour de la table et pareil, en équipe, vont répondre à une sorte d'appel d'offres, une sorte de brief qu'aura envoyé les grandes marques. Et pour faire vite, bah, c'est que le meilleur gagne. C'est-à-dire que les différentes sociétés vont se challenger, vont être challengées par l'équipe marketing ou l'équipe créative du commanditaire et l'équipe qui aura répondu au mieux au brief sur plein de critères eh ben, aura l'honneur de fabriquer le parfum commandé. D'accord, je vois. Et ça peut prendre combien de temps, ce processus? Je sais pas de règle, mais je crois que ça peut être de 1 an à 3 ans. Ah ouais, C'est d'accord. jamais moins d'1 an. Parce qu'il y a D'accord. beaucoup d'essais, d'allers-retours. Un parfum se lance pas comme ça. C'est plusieurs Mmh. années de travail. D'accord, ouais. Et alors un petit peu avant, dans les étapes de fabrication, on a rapidement abordé le fait qu'il existe aussi des ingrédients de synthèse. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Quelle est leur place par rapport aux autres ingrédients? Mhm. Alors, les produits de synthèse en parfumerie, ils datent pas d'hier. On pourrait penser que c'est quelque chose de très moderne. En fait, ils datent plutôt de la fin du 19e, entre 1830 et 1889. Donc, c'est un, un critère important, même si du point de vue du consommateur, entre nous, on ne voit pas forcément la différence si aujourd'hui un parfum a des notes de synthèse, des produits de synthèse ou pas. Et à l'époque, dès le début du 19e, les chercheurs se sont donc penchés sur ces notes-là. C'est des études qui ont été faites pour essayer d'isoler les essences de cannelle, d'amande, de pin, etc. Il y a eu un traité en 1853. Et là, du coup, l'industrie du parfum s'est accolée à la chimie organique et c'est devenu une science. Et puis plus tard, il y a des chimistes qui ont découvert que les différentes fonctions de ces molécules complexes pouvaient être reproduites et pouvaient être reproduites synthétiquement. Et le premier parfum de synthèse ont été créés, les premiers parfums de synthèse ont été créés, mais pas très bien accueillis parce qu'on n'en savait pas assez sur les effets secondaires. On a redouté des effets secondaires, voilà, crainte des produits de synthèse imaginés chimiquement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de molécules synthétiques qui fournissent des senteurs plus vraies que nature. Donc là, on a fait un bond dans le temps parce qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. Et grâce à la recherche et grâce aux avancées de la chimie,
on parvient à concevoir des ingrédients qui ont d'emblée un extraordinaire pouvoir d'évocation. Les parfumeurs sont de plus en plus en quête de naturalité, que paradoxalement, certains naturels ne peuvent pas leur offrir. Il y a des plantes qui sont muettes, il y a des plantes qui ne livrent plus ou pas suffisamment de pouvoir d'évocation, donc on va se tourner vers les notes de synthèse. Et par exemple, ça peut être une illustration, la société de composition Givaudan a créé 2 ingrédients aux tonalités fleuries à base de produits de synthèse, Pétalia et Rosifolia, pour ne pas les citer. Et là, quand on les sent, c'est très surprenant parce que la senteur florale, elle donne l'illusion d'un bouquet de roses fraîchement coupé, alors qu'on n'a pas un bouquet de fleurs naturelles et d'origine entre les mains, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Voilà. Donc aujourd'hui, parler de parfum 100% naturel, c'est une quête. Avant, on ne disposait que des essences naturelles d'agrumes, par exemple, telles que le citron, le cédrat ou la bergamote, pour donner cet effet un peu peps et vivacité. Mais c'était trop proche de l'odeur des fruits. Et aujourd'hui, on dispose d'ingrédients dits de synthèse, par exemple le paradisone. Donc, c'est des mots un peu savants, un peu complexes pour le grand public à retenir, mais quoi qu'il en soit, qui donnent un atout à certains parfums. Par exemple, il y a Acqua di Gio qui a été composé à partir de ces notes de synthèse. Donc, c'est là, les plantes, les ingrédients, les plantes à parfum naturelles, dites naturelles, et les notes de synthèse cohabitent pour donner de nouvelles sensations olfactives, et on ne peut pas les mettre dos à dos. C'est un débat qui, dans la parfumerie, a lieu. Mais il y a beaucoup de senteurs qui sont créées, réinventées, par exemple l'effet salé ou l'effet minéral, possible grâce à la synthèse, qui sont peut-être plus difficiles à imaginer avec la nature. L'eau des merveilles bleues, par exemple, d'Hermès, là, c'est un mixte avec des notes de synthèse qui font que le résultat est assez fascinant. Mhm. D'accord, ouais, ouais, bah, c'est intéressant du coup cette place qu'elles peuvent avoir. Est-ce que pour vous, ça ne serait pas forcément du coup un critère de choix finalement pour prendre un parfum, mais qu'est-ce que ce serait du coup pour vous le meilleur moyen de trouver, de choisir un bon parfum? Alors, le critère de choix, il est avant tout subjectif, donc loin de moi de dire ce qui est un bon ou un mauvais parfum. Et c'est vrai que spontanément, pour le consommateur, il faut y aller avec le cœur, c'est-à-dire avec un élan. Si on aime un parfum, on ne va pas forcément décortiquer la composition. Cependant, de plus en plus, on aime savoir d'où viennent les plantes à parfum, quelle est la part de bio, de naturel qu'il y a dans la culture. Est-ce que le packaging est réutilisable ou biodégradable? Donc, le choix du parfum, de plus en plus, est lié à tout cet environnement et à cette pression, entre guillemets, du naturel, et de choisir un parfum qui ressemble aussi à des valeurs qui sont propres à chacun. Voilà. Mhm. Donc, c'est difficile de Ouais, c'est sûr. dire Finalement, c'est très subjectif. très subjectif. Ouais. Alors, est-ce que vous auriez un parfum préféré, par exemple? Alors, j'ai un parfum préféré qui s'appelle Élixir des merveilles de Hermès. Et en fait, Élixir des merveilles, d'abord, avant de le sentir, le flacon m'avait un petit peu intriguée parce qu'il tient un peu en biais. C'est une espèce de grosse goutte qui tient un peu en biais, donc le flacon est assez intéressant. Et il s'avère être un parfum oriental. Euh, du coup, j'ai été attirée par toutes les connotations du parfum oriental, parce que dedans, il y a des notes qui évoquent le voyage, il y a des notes, et je ne peux pas trop le décrire comme ça, Oui, mais c'est tout un il est exercice. vraiment, voilà, c'est tout un exercice. Et en même temps, en regardant la composition, je comprends que je peux être attirée. Il y a donc dans la note de fond de l'ambre et de l'oliban. Et donc, ça donne un effet à la fois pétillant, velouté et crémeux. Et puis, dans les notes de cœur, il y a ce fameux bois de santal. Et je m'aperçois que ce bois de santal, qui fait aussi cette évocation orientale, le parfum oriental, la famille dont on parlait tout à l'heure, évoque un monde qui fait rêver, évoque un autre univers plein d'audace et d'émotions. Et il a quelque chose de très ouaté. Ouais, tous ces mots-là, c'est très subjectif. Oui, tout à fait. Mais en l'occurrence, on choisit un parfum parce qu'il évoque des sensations. Moi, je me sens enveloppée. Il y a quelque chose de très intime dans ce parfum.
Et en même temps, quand je le porte, mes proches me disent, mais c'est exactement toi. Donc, c'est aussi quelque chose qui doit vous ressembler quand on choisit un parfum, c'est qu'on s'y sent bien, qu'on correspond bien avec ce qu'il veut évoquer. Et puis, après, dans le choix, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, un peu l'aspect esthétique, mais heureusement que ça ne suffit pas. Et puis, quand on se parfume, alors là, c'est pourquoi se parfumer? C'est une des questions que j'avais lancées sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. J'ai reçu une cinquantaine de réponses, mais avant tout, c'est pour soi. C'est-à-dire que le parfum a vraiment cette vocation de nous envelopper, de nous faire du bien, de nous sentir bien, de nous sentir mieux, et en ce moment, plus que jamais. Oui, c'est vrai. Et vous avez parlé aussi du coup sur l'aspect esthétique des flacons. Est-ce que Mhm. vous en savez un peu plus sur est-ce que de tout temps les flacons des parfums avaient vocation à être aussi sophistiqués? Est-ce que vous pouvez nous En en parler un plus, petit peu? encore plus. Alors là, j'ai pas tout l'historique en tête et tous les termes. C'est dommage parce qu'il y a les parfums, à une époque, par exemple à la cour, on portait les parfums et les essences dans des petites fioles autour du cou. C'était des parfums bijoux, c'était des flacons bijoux. Dans la Rome antique et en Égypte, on portait ça. Donc, les flacons ont toujours existé, mais pas avec la version finale qu'on a aujourd'hui. Euh, Cependant, si on veut en savoir plus, je vous invite à guetter prochainement dans l'année l'ouverture du premier musée du flacon. Et il va être inauguré dans l'est de la France. Et ce musée présente des centaines de flacons qui sont le fruit d'une collection d'un particulier, Georges Stern, et on voit les différentes étapes de la fabrication, ça c'est sûr, parce qu'on est dans l'Est, les pays de la verrerie, mais surtout les formes et les usages des flacons qui sont dessinés. C'est le fruit aussi d'un talent. Dans la chaîne on a évoqué tout à l'heure des métiers, il y a le dessinateur de flacons qui lui aussi, à lui tout seul, raconte une histoire, comme le patron d'une robe. Hein, finalement, le flacon a quelque chose de très important. Et donc, ce musée qui sera inauguré d'ici la fin de l'année, si tout se passe bien, donne une palette de flacons qui sont des objets d'art de toute beauté, qui, pour certains, ont été édités à très peu d'exemplaires, d'autres qui ont une histoire assez fascinante auprès de stars. Voilà, les flacons font rentrer dans le parfum, et c'est vrai que c'est important, le choix esthétique de ce contenant, finalement. Oui, tout à fait. Bah, on prend note du coup de On l'ouverture pourra en reparler, oui. de Ah ce ouais. musée. Mhm. Et on a beaucoup parlé aussi de la ville de Grasse, qui est une place importante dans le monde du parfum et son histoire. Est-ce que, Mhm. bah, justement, vous pouvez me parler un peu l'histoire de cette ville, comment elle est arrivée finalement dans le monde du parfum? Mhm. Alors, Grasse, alors elle est devenue, elle a peut-être toujours été la capitale du parfum pour plusieurs raisons. Cependant, à l'origine, Grasse est renommée surtout pour sa tannerie et la ganterie. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec le parfum? Il y en a un assez compréhensible, même si au Moyen-Âge, les cuirs de Grasse partaient dans toute l'Europe. Donc ça, c'était le savoir-faire de l'époque. Vous voyez, on remonte au Moyen-Âge. Et cependant, travailler le cuir, par définition, c'est prendre le risque d'avoir des objets qui sentent mauvais, malodorants, travailler un cuir. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans une tannerie, mais en termes de savoir-faire, le cuir cru comme ça qui sort des mains du tanneur, le parfum, du coup, qui n'a pas de parfum, mais c'est souvent très fort. Et les pauvres nobles qui portaient des gants se plaignaient de l'odeur des gants, forcément, parce qu'il y en avait quand même, pour tanner le cuir, on utilise des excréments d'urine et autres matières pas forcément très aguichantes. Et un jour, un artisan a décidé de plonger ses gants, ses réalisations, dans des essences parfumées. Et à partir du XVIe siècle, les gants sont devenus parfumés et la compétence de parfumeur s'est développée dans le pays de Grasse. Donc, à partir de gantier, on est devenu plus ou moins parfumeur. D'ailleurs, il y a une corporation de parfumeurs gantiers et les compétences se sont développées et été, ont forcément été commercialisées. Euh, Ça aussi, c'était lié, le fait qu'il ait tenté de plonger ses réalisations dans les essences, c'est parce qu'il avait ces fameuses essences à portée de main. Au XVIIe siècle, il y a beaucoup de plantes dans le paysage grassois, en raison de la terre, en raison de l'ensoleillement, la proximité de la mer. Il y a plein de raisons, dont on parlera juste après, qui montrent qu'aujourd'hui, c'est quand même une terre à parfum.
Et en même temps, au XVIIe siècle, on faisait venir du jasmin d'Inde, vous savez, c'est le triangle d'or, la tubéreuse d'Italie, et la rose aussi a commencé à être cultivée. Enfin, au XVIIIe, le travail du cuir et de la ganterie est abandonné au profit de la plumerie. Et au 19e, finalement, si on faisait un flashback, on est à Grasse, au territoire de Grasse, dans un grand, grand jardin fleuri. Voilà. Donc ça, c'est l'origine du parfum dans le pays de Grasse. Se sont greffés là des industriels. Il y a eu la crise au XXe siècle, mondialisation. Donc là, je fais vite. Dès les années 30, on va chercher des plantes ailleurs. L'expansion de l'immobilier, parce que c'est quand même une région touristique très, très importante. Et même si la concurrence est rude, il faut quand même se battre. On va chercher des plantes en Bulgarie, en Égypte, en Inde, donc c'est compliqué. Dans la région, il y a des concurrences familiales, managériales, donc bref, ça fait que pendant plusieurs années, les industriels, beaucoup font faillite, hein, les industriels de la parfumerie et de la chimie. Et depuis 10 ans, 10-15 ans, il y a un élan. Il y a des producteurs et puis des acteurs de la filière parfum de la région qui ont décidé de redonner leur lettre de noblesse à ces plantes à parfum et à ce territoire important. C'est D'accord. comme ça que le territoire et les savoir-faire du pays de Grasse ont été déclarés patrimoine immatériel de l'humanité en novembre 2018. D'accord, ah oui, super. Et c'est aujourd'hui, du coup, toujours la ville qui est considérée comme la capitale du parfum, où de nombreuses industries s'y retrouvent. Alors, beaucoup d'industriels se sont réinstallés ou se sont développés. Les plantes à parfum ont investi des nouveaux champs, c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir des nouveaux campus ou des nouveaux hôtels, on a redonné la possibilité de planter des plantes à parfum. Et quoi qu'il en soit, la production des plantes à parfum, la formation, la transmission des savoir-faire, le tourisme qui est stimulé et puis les politiques locales qui encouragent tout ça vont dans le bon sens. C'est vraiment un engagement très fort de la part de la région et du collectif qui a lancé ça et qui a un enjeu, c'est-à-dire que régulièrement, l'UNESCO vient vérifier si tout ce à quoi ils se sont engagés est tenu. Donc là, je vous parlais de la transmission, je vous parlais de l'attractivité touristique et économique, de voir comment le fonds documentaire se développe. C'est des engagements que la région a pris pour faire en sorte que ça se mérite finalement d'être reconnu patrimoine immatériel de l'humanité. Mais dans les savoir-faire, il y a la cueillette, il y a la transmission, il y a tous ces gestes qui vaut le coup d'être montrés. C'est ce dont on parlait l'autre jour, d'aller filmer, et qui sont parlants. Voilà, cueillir une fleur de jasmin ou une fleur de tubéreuse, ne s'apprend pas à l'école, quoi. Oui, Voilà. bien sûr. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'institutions qui sont là depuis plusieurs années, plusieurs siècles et qui perpétuent Oui, leur oui, savoir-faire oui. via cette transmission. Exactement, il y a des institutions qui sont historiques, hein, des familles, Robertet, Mann, etc., qui sont des noms de la région. Il y en a qui ont disparu parce qu'elles ont été rachetées, mais dont les murs sont encore évocateurs d'une belle époque. Et puis, il y a des nouvelles entreprises, même des startups qui s'installent. Il y a des collectifs associatifs et des collectifs industriels qui redonnent de l'élan à l'économie locale. Il y a beaucoup de Grassois qui vivent grâce à cette industrie. Et puis, la situation géographique et la zone des fleurs d'exception, telles que je viens de les évoquer, qui sont la rose, le jasmin, la tubéreuse, et même éventuellement un peu plus haut, à 500 mètres d'altitude, la violette et l'iris, ça, c'est préservé par des nouvelles politiques environnementales qui vont dans le bon sens. Ouais. D'accord, ouais. Et vous auriez une anecdote peut-être à nous partager sur cette ville qui est chargée d'histoire? Alors, l'anecdote, elle n'est pas sur la ville, elle est au-dessus de la ville. Mhm. Elle est dans un lieu assez magique. Qui est la maison d'un certain Edmond Runitzka. Donc Edmond Runitzka, c'est une figure dans la parfumerie, dans la création de parfums. Il est né en 1905, il est mort en 1996. Et
il a aménagé un jardin. C'est même, excusez-moi, c'est un jardin tellement somptueux par les senteurs, l'aménagement. C'est assez rocailleux, c'est escarpé, mais on est plongé dans un univers donc au-dessus de Grasse. On est à quelques kilomètres au-dessus. On a une vue sur tout le territoire et la Méditerranée tout au fond. Et là, on se dit, il y a eu un des premiers, un des promoteurs du parfum comme œuvre d'art. C'est une sorte de Villa Médicis de la parfumerie, où aujourd'hui, il y a un collectif de parfumeurs qui se rassemblent pour travailler, qui ont à disposition des ingrédients, et qui vont dans le sillage, c'est le cas de le dire, du parfumeur. Parce que pour lui, pour Edmond Runiska, le parfum, c'est le 8e art. Et à plusieurs reprises, il affirme que il faut que l'odorat cesse d'être un sens à satisfaire pour ne devenir qu'un moyen. Par exemple, pour lui, c'est vraiment une philosophie. Un bon parfum, c'est celui qui nous procure un choc sensoriel suivi d'un choc psychologique. Et puis, il décrit dans des livres comment il faut redonner ses lettres de noblesse et il a été vraiment le moteur de grands parfums, en particulier pour la marque Dior. Il a créé Dior Pomme de Rochas et parce qu'il a été vraiment précurseur d'un mouvement de parfums qui reviennent à l'essentiel. Et donc, ce lieu, quand on arrive, alors il ne se visite pas, hein, j'ai eu la chance et le privilège d'avoir cette possibilité d'y accéder, il est un peu hors du temps. Et en même temps, il y a des œuvres d'art qui sortent, qui sont créées autour du Ah oui. parfum. C'est assez génial pour le coup. Et du coup, vous parlez pendant toute notre conversation, vous avez parlé de beaucoup de lieux, là maintenant de livres aussi. Comment aller plus loin, en fait, surtout dans le monde du parfum, que ça soit pour développer sa sensibilité ou en apprendre plus aussi? Vous avez des recommandations, Ouais, j'imagine? bien sûr. Alors, il y a l'Osmothèque qui est une sorte de musée, mais qui en ce moment, bon, pas forcément très facilement ouvert au public. Les IPCA fait aussi à Versailles on peut faire des conférences. Il faut regarder ce qui est fait au grand public. Il y a le musée en herbe près de Versailles. Et puis surtout, pour aller au cœur à Grasse, il ne faut pas hésiter à aller à Grasse, parce qu'il y a beaucoup de musées, des marques de Gallimard, Molinard, etc. Mais il y a surtout le Musée international de la parfumerie, le MIP, qui, sur plusieurs étages, relate visuellement, olfactivement et de façon aussi auditive toute l'histoire de la parfumerie. Et il vient d'être fait, il est assez fabuleux. Moi, à chaque fois que je vais à Grasse, j'y retourne, je découvre toujours quelque chose de nouveau. Il y a des expositions temporaires. Et puis sinon, il y a tout le fond qui raconte l'histoire du parfum dans la région. Il y a aussi les jardins du MIP. Alors ça, c'est une visite à ne pas manquer. Et où là, on est plongé parcelle par parcelle dans toutes les fleurs à parfum qui sont cultivées. Donc une sorte de musée grand air, musée des fleurs à parfum. Qui est pas très loin dans le bas de Grasse. Et puis, on peut, avec un peu de chance, assister à une conférence justement au MIP. Après, il y a à Paris, on peut aussi se former en tant qu'indépendant. Il y a des 5e Sens, par exemple, qui est une société qui, pour ceux qui veulent s'initier à la création d'un parfum, suivent une formation. Et puis, il y a plein de marques qui font aussi leur fabrication de parfum sur mesure. Il y a une adresse qui sert justement le parfum en tant qu'art, qui s'appelle La Place, qui est à Paris et qui fait rencontrer des artistes, des parfumeurs, des créateurs, différents arts et qui montre au grand public à travers des conférences, des expositions et différents événements comment le parfum évolue aujourd'hui. D'accord, ouais. C'est super. Et vous avez une recommandation de lecture aussi, peut-être? Alors, quelque chose de très accessible où on peut découvrir les fondamentaux, c'est un que sais-je, c'est aussi simple que ça. Il s'appelle Le parfum de Jean-Claude Héléna. Donc, moi, je le dévore parce qu'on apprend des choses sur le métier, sur le nez, sur marketing. Donc, c'est les basiques du monde du parfum. Une autre manière de mieux comprendre le parfum, c'est le guide de l'odorat
mieux sentir pour mieux vivre. Et ça, c'est vraiment la place de l'odorat et comment ça fonctionne. Parce que comme je vous le disais au tout début, c'est un sens qui n'est pas forcément très connu. Et là, avec ce genre de livre qui est réalisé par un collectif dirigé par Patty Kanak, qui est une olfactothérapeute, donc l'art d'utiliser les huiles essentielles pour les soins de maladies d'Alzheimer ou d'oncologie, raconte comment mieux sentir permet de mieux vivre. Donc ça, c'est une autre façon d'aborder le parfum. C'est un peu mon livre fétiche. Et puis, pour balayer toute l'histoire du parfum, il y a un livre qui vient de sortir cet hiver, en 2019-2020, d'Elisabeth de Fédot, qui s'appelle « La grande histoire du parfum », qui est un joli livre avec des belles illustrations et qui nous plonge dans un univers très poétique et très artistique, et en même temps qui nous fait remonter dans le temps, et on a l'impression que les parfums et même les personnages dont on voit les photos, il y a Christian Dior qui est en train de travailler, donc le couturier qui est en train de dessiner au bord d'un lac, les parfums, les flacons qui correspondent à des parfums mythiques, et voilà, par petits chapitres, très joli livre que je peux recommander pour s'initier ou pour découvrir d'autres aspects du parfum. Super, c'est Sans pub. bien sûr, oui. Non, mais de très bonnes lectures, je pense. Écoutez, moi, j'ai appris beaucoup de choses et c'était une conversation vraiment très intéressante. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous tenait à cœur, quelque chose que vous vouliez partager avec nous? Je pense que je suis rentrée dans une famille artistique à ma mesure, dans le sens où, par les articles et les contenus que je propose à ces créateurs parfumeurs, je souhaite faire qu'un jour, les parfumeurs soient reconnus vraiment comme des artistes. Aujourd'hui, les tableaux, les sculptures, toutes les œuvres d'art sont signées et reconnues. Il n'y a même pas de doute, et ils sont protégés. Et ce n'est pas le cas des parfumeurs créateurs. Et donc, si on peut rêver qu'un jour, ils soient vraiment reconnus comme tels, je serais très heureuse. Et donc, à ma manière, par ces contenus et par cette promotion du parfum, et le fait de publier une newsletter pour faire connaître ces talents un peu méconnus, pour aider ces talents à être plus visibles et à mieux communiquer, voilà, je serais ravie. D'accord, ouais, c'est une belle ambition. Et vous pouvez nous redire où est-ce qu'on peut retrouver tout ce que vous faites en ce sens, justement? Mon site, c'est www.damotalote.com, sans apostrophe, sans rien, tout collé. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Secrets de parfumeur au pluriel, Secrets de parfumeur par Isabelle Sadou. Et puis sur le site internet, la newsletter, il suffit de rentrer son adresse mail pour la recevoir, s'inscrire ou se désinscrire. Et puis je communique énormément sur LinkedIn aussi, où je partage des expériences, des rencontres, des humeurs, des sensations, voilà. Parce que le parfum est infini. Eh bien, très bien. Eh bien, j'invite tout le monde à aller faire un tour sur toutes ces adresses et je vous remercie beaucoup pour cet échange, Isabelle. Merci Valentin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez apprécié cette conversation à la découverte du monde du parfum, je vous invite à nous le dire en commentaire ou avec une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Prenez soin de vous et à très vite sur la route des savoir-faire.